Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera mon premier point lecture officiel, c'est-à-dire que c'est une vidéo que je tourne face caméra en one shot où je vous montre mes derniers livres lus. C'est un format que j'ai jamais fait vraiment puisque j'ai surtout fait du vlog, mais quand je vous parle de mes 3 préférés une fois par mois, c'est un peu le même principe, sauf que là, je vais vous montrer ce que j'ai lu dans ces 10 derniers jours à peu près. Donc c'est parti! Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter, donc on va commencer assez rapidement. Et je vais d'abord vous parler de mes suites de saga, donc là ça va être assez rapide, je vais pas rentrer dans les détails parce que je préfère en parler soit quand la saga se termine, soit quand je la commence. Mais au milieu, je ne peux que vous spoiler, ce serait dommage. Donc en manga, j'ai lu l'avant-dernier tome de Spy Family, c'était trop bien, le niveau ne baisse pas, j'aime toujours autant, c'est le tome 7 et c'est de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. Alors on va suivre un peu plus le personnage de Damien Desmond qui est donc le fils de l'homme que Lloyd Forger, donc le faux papa de Anya Forger, donc dans la fausse famille, hein, je vous rappelle pas, c'est un peu, voilà, il essaie de, c'est ça, c'est le papa, et donc la relation entre père et fils est vraiment très très particulière. Voilà, il y a un chapitre du point de vue de Band Forger, donc, qui est le chien, que j'aime énormément. J'adore ce personnage du chien, il est trop fort, c'est vraiment très marrant. Et voilà, il y a pas mal de choses aussi sur Anya. Et je trouve ça plutôt chouette. Voilà, toujours aussi bien. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Kennen. Si je me dis pas de bêtises, il doit rester 3 tomes avant la fin. Et je pense qu'on va les acheter prochainement. Toujours aussi bien aussi, le niveau ne baisse pas pour moi. Donc c'est Kennen comme chien et singe, c'est de Fuetsudo et Ishimura Hitoshi chez Doki Doki. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup ce duo, je vais dire ennemi-ami. Chien. En fait, cet homme singe et ce dieu chien. Voilà. Je trouve que l'histoire avance bien, il se passe des choses. À suivre le personnage principal, je vais essayer de vous le montrer. Là. Que j'aime beaucoup, qui est un Kennen, donc un homme singe, qui est cette fois-ci dans le village des hommes, et il y a des choses qui s'arrangent entre les hommes et les hommes singes, alors que c'était quand même très très mal parti, et depuis très longtemps. Là, il y a des petites choses qui s'arrangent, et il va devoir partir là. Je suis très impatiente de savoir la suite, parce que il va repartir à la recherche de sa mère, et c'est bien tout ce qu'on lui souhaite, de la retrouver, même si apparemment il a été mis au monde dans des circonstances quand même difficiles. J'ai fini la saga Your Name, donc qui est un manga adapté de l'anime que je vais pouvoir regarder. Donc là, c'est un scénario de Makoto Shinkai, dessin de Ranmaru Kotone, et c'est chez Pika Édition, c'est en 3 tomes, et donc ça, celui-ci clos. Et franchement, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien de voir cette histoire. J'aime beaucoup, il y a de la magie, il y a de l'amour, il y a beaucoup de thèmes abordés avec beaucoup de douceur, d'intelligence. La fin, ça m'a presque tiré les larmes tellement je trouvais ça beau. Et voilà, je ne veux pas trop en dire plus parce que vous connaissez certainement, c'est très connu, mais voilà, dites-moi en commentaire si vous le connaissez, si vous avez aimé et si l'anime est à la hauteur du manga, parce que j'ai presque peur en fait de regarder l'anime. En termes de saga, je viens de terminer le 4e tome de l'Assassin Royal, de la première époque de l'Assassin Royal. La première époque c'est de 1 à 6, d'après ce que j'ai cru comprendre. Après on peut s'arrêter pour lire Les Aventuriers de la Mer, et ensuite lire la suite de la saga l'Assassin Royal, puisqu'il y a une seconde époque. Donc je ferai peut-être ça. En tout cas, j'aime beaucoup. On est là. Je l'écoute en audio, donc c'est pas, je le lis pas, je l'écoute en audio, mais j'ai les livres parce que je me dis que un jour je le lirai vraiment. Je pense que l'expérience est vraiment très différente, mais j'aime beaucoup la façon dont c'est lu. Je vous mettrai peut-être l'image ici pour que vous voyez qui le lit, et à chaque fois c'est la même personne, et j'adore sa voix. Je trouve que c'est vraiment très chouette, et ce 4e tome est vraiment bien parce que c'est un renouveau, une renaissance, c'est de nouvelles découvertes de pouvoir pour Fitz,
Et il y a toute une histoire avec la femme qu'il aime que j'ai trouvé extrêmement touchante aussi. Le fait aussi, ce que je vous disais la dernière fois dans un de mes derniers vlogs, qu'il apprenait à artiser, donc à utiliser un pouvoir qu'il n'avait pas avant. Et ça lui apprend beaucoup de choses, et notamment à se rapprocher du prince Vérité. Et on sent qu'il va se passer des choses, et j'ai vraiment envie qu'il y ait des choses qui se passent, parce que là, en ce moment, c'est que les méchants qui sont au pouvoir, donc il faut vraiment que ça change, quoi, vous voyez. Alors, sinon, BD jeunesse. Là, je regarde juste l'heure. BD jeunesse, coup de cœur BD jeunesse, proposé par ma bibliothèque. Je les ai encore, donc je peux vous les montrer. Donc c'est Elma, une vie d'ours. Ils disent que c'est parfait en première BD. Effectivement, c'est très bien. Je l'ai proposé à Lucien, donc Lucien qui a 7 ans. En septembre, il aura 8 ans. Mais en fait, Joseph qui a 11 ans. Ouais, il a quel âge, Joseph? 10 ans. L'a lu. Il les a beaucoup aimé, mais il était pas loin de pleurer en fait. J'avoue que c'est triste. C'est très très émouvant. En fait, Lucien ne veut pas les lire parce que justement Joseph était trop bouleversé. Bon, là, après, j'ai des enfants qui sont quand même très sensibles, mais c'est très très beau. Donc, c'est une BD écrite par Ingrid Chabert et illustrée par Léa Mazet en 2 tomes chez Dargaud. Alors déjà, coup de cœur pour les dessins. Je vais essayer de vous montrer la beauté de ces dessins. C'est super. Donc ça parle, si vous voulez, c'est un peu comme le livre de la jungle. Ça m'a fait vraiment penser au livre de la jungle, mais avec une interprétation très différente. Donc, désolée. Donc vraiment des dessins très très beaux. Et alors ensuite 2 personnages, donc Elma, qui est élevée par un papa ours extrêmement gentil, adorable. Ils ont une relation vraiment amusante, avec des dessins très expressifs. J'adore, elle a toujours des fleurs et des feuilles accrochées dans les cheveux. Je la trouve trop mignonne et assez insolente. Je vous montre quelques images, parce que vraiment elle est trop rigolote. Et donc en fait, à un moment, pendant qu'elle dort, il y a un loup qui vient et qui vient lui dire que il est temps d'y aller, les 7 années se sont écoulées. Et pendant le premier tome, on se demande pourquoi 7 années, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il l'emmène quelque part, on ne sait pas où. Et on va le comprendre dans le 2e tome. Et j'avoue que quand j'avais fini le premier, j'étais bien contente d'avoir le 2e parce que j'avais terriblement envie de savoir la suite. Donc j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Les 2 ensemble marchent très bien. C'est vraiment une super belle BD que je vous conseille autant à vous qu'à vos enfants, parce que moi, j'ai pas l'âge de la BD, mais je l'ai adoré. Après, c'est très simple. L'histoire est très simple. D'ailleurs, il y a peu de texte, donc vous pouvez très bien le faire lire. Ben, je pense qu'un enfant de 7-8 ans, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai adoré. Vraiment, je vous la conseille. Ensuite, en BD, premier tome, j'en ai lu 2, donc je vais être rapide. Pareil, des emprunts bibliothèque, là je vais vous montrer les emprunts bibliothèque. Le Sommet des Dieux, ça fait longtemps que je voulais le lire, c'est de Jiro Taniguchi, celui qui a écrit Quartier Latin, dont j'ai lu l'intégralité. C'est une œuvre originale de Yume Makura Baku, qui a donc écrit cette histoire et qui était très heureux que ce soit Jiro Taniguchi qui la dessine et l'adapte en manga. Et effectivement, le dessin est extraordinaire. Vraiment, le dessin, on est dedans. On est dans les périples, on est dans de l'alpinisme. L'histoire, elle va parler de différentes personnes importantes dans l'ascension des sommets. Et on va se focaliser sur un photographe qui a abandonné en fait, qui a vu une de ses missions justement d'accompagnement comme ça d'une équipe d'alpinisme qui s'est terminée en fait par 2 personnes qui sont mortes parce que c'est très très difficile. Et on est dans les années 1900, non, on est où? 1900, d'abord 1924, puis après pour l'époque actuelle.
Voilà, on est en 1993. Voilà, la première... Là, en fait, on a une sorte de préambule. Et puis ensuite, on est au Népal, en juin 1993. Et on va suivre ce personnage-là, qui est donc Fukamashi. Et Fukamashi... Oui, on suit donc Fukamashi, qui est photographe et qui... J'adore, c'est trop bien fait. Et qui va en fait tomber dans une boutique sur un appareil photo qui était l'appareil photo d'un alpiniste renommé. Enfin, il pense que c'est cet appareil photo-là. Et ça va l'amener en fait petit à petit à retracer l'histoire de cet alpiniste et notamment d'un personnage qui était lié à lui. Et qui est ce personnage que j'adore, qui ne sait pas, je sais pas comment il s'appelle, Abu Joji. Abu Joji, donc il va le croiser en fait. Et lui, c'est lui qui a déposé cet appareil photo dans cette boutique. Et du coup, lui, il va retourner sur les traces de l'histoire de Abu Joji, qui est vraiment une histoire à part, puisque c'est une personnalité à part qui est complètement focalisée sur l'alpinisme depuis très très longtemps, qui a développé une technique particulière et qui n'a qu'une envie, c'est de faire les choses avant les autres. Et donc c'est son histoire qui va être racontée sur quasiment la totalité de cette première intégrale. Ce personnage au regard si obscur, qui est donc sur la couverture. Et franchement, c'était bien. Après, on sent que c'est un récit long et que ça va prendre le temps. Je sais plus combien il y en a. Il y en a 3 ou 4, je sais plus. En tout cas, je vais prendre la suite à la bibliothèque. Autre livre que j'avais repéré, autre BD, manga, que j'avais repéré aussi dans le cadre de l'année asiatique et qui était à ma bibliothèque. J'étais très contente parce que j'ai failli l'acheter et quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit ouais, très bien, parce que j'étais vraiment pas sûre que ça me plaise et surtout, je pensais pas du tout que c'était ce format-là. Je pensais que c'était un format manga plus petit, poche. Et alors, donc, c'est l'histoire autobiographique de ce jeune garçon. Il est né en Corée du Sud. Comment il s'appelle? Young. Et en fait, on le trouve... Alors, il est dans quelle ville? À Séoul. Donc en fait, son histoire, c'est lui qui la raconte. Et il parle au lecteur. C'est une façon un peu particulière de s'exprimer. Assez violente, assez humoristique et en même temps très réaliste, assez revendicative aussi, puisque c'est l'histoire de tant d'enfants coréens qui, à une certaine époque, en fait, étaient abandonnés suite à la guerre, puisque là, on est en 1965, et en fait, il arrive dans un orphelinat, et dans l'orphelinat, ils sont mais énormément. Je sais plus combien ils sont, il est dit, je crois, 2000, non, 200. Et en fait, ils vont tous se faire adopter et tous partir 2000. C'est ça, 2000, j'avais bien raison, mais c'est juste que je trouvais ça hallucinant. Mais en fait, c'est assez impressionnant. Et donc, il raconte l'histoire, voilà, ça c'est intéressant. Il dit, après 35 ans de colonisation japonaise et 3 ans de confrontation idéologique entre l'URSS et les USA, la Corée est divisée en deux. Les Russes occupent le Nord et créent en 1948 la République populaire démocratique de Corée. Gna, 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 gna. Ensuite, il parle de la guerre de Corée. Donc, en 1950, le Nord envahit le Sud, mais ils sont repoussés par les troupes des Nations Unies. Puis la Chine intervient dans le conflit. La ligne des combats se stabilise au niveau du 38e parallèle et un accord de cessez-le-feu est signé le 23 juillet 1953. Les hostilités sont suspendues depuis cette date, mais officiellement la guerre n'est pas finie. En fait, il raconte vraiment l'histoire de son pays. Donc, que la France a adopté énormément d'enfants coréens, mais aussi les États-Unis. Et ouais, c'est ça, les États-Unis tiennent au pavé de 104 936 adoptions, alors que la France, 11 090 adoptions. Bref, c'est il dénonce, mais en même temps, il raconte son histoire. Il explique que ça se passe comme ça, que de toute façon, ils n'ont pas eu le choix et que c'est juste le fruit de vies qui ont été complètement gâchées à un certain moment.
Et donc voilà, il va se retrouver, lui, il va se retrouver en Belgique. Il va se retrouver en Belgique, dans une famille avec plein d'autres enfants. Et en fait, on va raconter son enfance. Alors, dans une famille un peu atypique, parce que sa mère est pas très proche de ses enfants. Il manque, on sent qu'il a manqué d'amour corporel, c'est-à-dire que personne ne le prenait dans ses bras. Mais en même temps, on raconte un petit peu toute son histoire. Et donc, il y a plusieurs tomes, puisque là, on le voit, je dirais qu'il a 7 ans, quelque chose comme ça, 6-7 ans. Donc, c'est toutes ses découvertes, c'est un peu sa puberté aussi, avec sa relation avec son grand frère. Et il parle de tout ce que ça lui rappelle, en fait, la Corée. Et voilà. Et en fait, cette image est superbe. Et je me souviens, quand je suis tombée dessus, j'étais assez impressionnée. C'est-à-dire qu'il tire un peu tous les tiroirs sur son visage parce que il a un peu de Corée en lui, un peu de Belgique, un peu d'influence japonaise. Il a plein de choses en lui, en fait, qui font qu'il est lui-même. Et donc, c'est ça qu'il raconte. Et c'est très intéressant. Donc sinon à la bibliothèque, j'ai aussi pris une seconde BD de Fab Caro, Moon River, qui est la dernière qui est sortie en 2021. Je ne dis pas de bêtises. Et en plus, il dit que c'est sa dernière pendant toute la BD. Alors on va... J'ai adoré. Je tiens à dire que j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai ri et en même temps, c'est percutant. Donc, je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de l'histoire. Ça part d'un polar un peu bizarre où une jeune femme qui est actrice je vais vous montrer. Donc là on commence avec des images de tournage de films, donc qui sont en couleur comme ceci. Le personnage principal est une jeune femme et dans la réalité, enfin la réalité racontée, donc ça c'est hors tournage, on a ces personnages et en fait elle est victime d'un crime. Et en fait, on va lui dessiner un sexe d'homme sur la joue. Et donc, c'est vraiment terrible parce que c'est le pire qu'on puisse faire. Et donc, il y a un inspecteur de police qui va venir mener l'enquête. Et j'adore parce que ce dessin ne s'en va jamais jusqu'à la fin de... Personne ne peut l'enlever, apparemment. Mais du coup, c'est très marrant parce que pour qu'elle n'arrête pas de tourner, on va la filmer de l'autre profil, mais du coup ça crée des situations où c'est pas forcément évident de filmer. Par exemple au moment du baiser, forcément là ils sont pas face à face. Sinon donc ce personnage de policier est quand même très rigolo. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est ponctué de planches plutôt sépia, où Fab Caro discute avec ses amis, avec son éditeur, tout ça, en disant que ce sera quand même peut-être sa dernière BD, puisque de toute façon, personne ne doit trouver d'intérêt à ces BD. J'adore. J'aime beaucoup. Surtout, à un moment, qu'est-ce qu'il a, hein? Oui, il a mal quelque part. Ah, il y a un truc, ça m'a fait trop rire. Donc il dit, j'ai super mal, donc je peux plus dessiner. À force, j'ai une mauvaise position pour dessiner. Parce il montre sa position. Je sais plus où il montre sa position. Voilà, sa position pour dessiner. Là. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué. J'aime beaucoup ça. Il parle aussi de ses 2 filles. C'est à mourir de rire parce qu'ils disent « Papa, tu peux pas faire une BD là-dessus, c'est pas possible, tout le monde va se moquer de moi à l'école. » Et en fait, son éditeur lui dit « Mais alors, son éditeur ou son ami lui dit « Bah écoute, t'as qu'à dessiner avec ta main gauche. » Ou non, t'as qu'à dessiner debout. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, ces dessins, il dit « De toute façon, déjà que c'était mal dessiné. En plus, si ça fait comme ça, là, je comprends pas. Déjà que dessiner assis, on ressemblait pas d'une case à l'autre. Ouais, c'est clair. » En fait, il se moque de lui-même. Ah, c'est génial. Vraiment, j'ai aimé parce que il y a une histoire dans l'histoire et c'est que de l'humour complètement décalé, mais en même temps très bien placé et j'adore. Donc, j'ai un de ces romans j'ai un roman Broadway dans ma pile à lire. J'ai pas décidé de le lire tout de suite, mais j'avoue que j'ai très envie de le lire. Ah, aussi, j'ai beaucoup aimé. Il y a un moment un insert avec vous savez, un roman photo avec
avec des captures d'un vieux film des années, je sais pas moi, 70, quelque chose comme ça, à mourir de rire. Oh, franchement, je sais pas si vous l'avez lu, mais j'ai passé encore un bon moment. J'avais lu Zai 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 avant, et c'est aussi bon, je trouve. Bon, alors côté roman, parce que, hein, alors déjà j'ai eu un abandon. J'ai abandonné Les Toits du Paradis, qui est un livre indien. J'ai lu 100 pages, et je saurais pas trop dire, c'est embêtant cette mèche qui rebique, hein. Elle a décidé de faire un frisottis. Donc, bref, tout ça pour dire que je l'ai complètement abandonné. Pas parce que je n'aimais pas, parce que c'était pas si mal. En fait, on suivait plusieurs jeunes filles dans un bidonville qui s'appelait le Paradis, les Toits du Paradis. Et avec leur relation avec leur mère, donc c'est vraiment d'un point de vue des femmes et de ce qu'on leur impose là-bas en termes de culture, de ce qu'elles peuvent vivre aussi par rapport à l'école, par rapport à la scolarisation ou la non-scolarisation, de ce qu'elles peuvent vivre au quotidien dans les bidonvilles, de chacune de leur personnalité, tout ça. Mais en fait, j'ai pas trop adhéré, j'ai trouvé que c'était un petit peu caricatural. Alors peut-être que c'est un peu dur de ma part. Je trouvais que c'était un peu que l'écriture était simpliste. J'ai pas trop aimé le rythme. Et en fait, du coup, j'ai pas été embarquée et j'avais pas envie d'y retourner. Donc en fait, je me suis ennuyée. L'écriture m'a pas plu. Le style m'a pas plu. Bon, c'est la première fois que je lisais un auteur indien, donc il faudrait que j'en lise un autre. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Je dis pas que c'était pas bon. Je pense que c'était pas pour moi et que voilà, que je regrette pas d'avoir abandonné. Je regrette pas généralement d'abandonner les livres que j'abandonne. Bref, tout ça pour dire que c'est comme ça et que je suis passée à autre chose. Je suis passée au Temps de l'innocence d'Edith Wharton, qui était dans donc, ma pile à lire, donc j'ai fait la bonne élève. Et, mais quelle bonne idée m'en fut de lire ce livre. Cette très belle édition de Cranford, c'est ça, édition Cranford. C'est le seul livre que j'ai dans cette édition. C'est un livre qui me tentait énormément parce que j'ai beaucoup aimé le film de Scorsese. Et le film de Scorsese est très littéral par rapport au texte. Vraiment, je me suis retrouvée dans toutes les scènes et j'ai pris vraiment un grand bonheur à retrouver toutes les scènes et ces envolées romanesques de ces deux personnages que sont... Oh là, je suis vraiment pas douée. Alors, le personnage principal, c'est Newland Archer. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un jeune homme. On est à New York. On est dans la société des années 1800 et 1870, quelque chose comme ça. La première scène se passe à l'opéra, on voit toutes les convenances de l'époque, toutes les familles importantes. À la suite de l'opéra, il y a un bal et on se retrouve pour un dîner chez telle personne. C'est toujours la même chose, telle famille reçoit après le bal. Et là, en fait, il va à l'opéra, au moment de l'intermède, il va rejoindre en fait sa fiancée, sa future fiancée, qu'il adore. Il est complètement subjugué par sa beauté. Et en fait, donc c'est May, May va lui présenter sa cousine. Sa cousine, hein, c'est ça. Hélène Olenska. Alors, grande différence avec le film. Hélène Olenska est brune, très brune, et dans le livre, May est très blonde et angélique. Hélène Olenska est plus sombre et donc elle a une histoire de vie complètement différente. Elle est assez jeune, mais moins jeune que May. Elle a eu une histoire de vie, elle a déjà été mariée et elle a été certainement violentée par son homme et il est dit d'elle beaucoup de choses, comme quoi elle serait partie avec un autre homme pour fuir en fait son ménage et elle serait venue se réfugier à New York dans sa famille pour pouvoir ensuite reprendre en fait une vie. Le problème c'est que même si à New York les idées sont plus évoluées que ça peut l'être à Paris ou à Londres, enfin en Europe, et ben finalement il n'est pas si simple d'admettre une femme qui veut quitter son ménage dans la société new-yorkaise. Et c'est cette difficulté et toute cette réflexion autour de ce que la femme a le droit de faire
et ce qu'elle est autorisée à faire qui va bercer ce récit et l'histoire d'amour passionnelle naissante entre Archer et Madame Olenska et Hélène. Et cet amour hors du commun va faire ouvrir les yeux à Archer sur son amour finalement très banal qu'il se prépare à vivre avec May. Et il va y avoir donc toute cette histoire relatée avec des scènes, mais tellement belles. Il y a des scènes vraiment que j'ai trouvées très très belles. Des choses que j'ai... des passages que j'ai trouvé extrêmement émouvants. Le personnage de Archer est vraiment mais, superbe. Et c'est Daniel Day-Lewis d'ailleurs qui le joue dans Scorsese. Et je ne pouvais pas ne pas imaginer Daniel Day-Lewis en lisant ces mots. J'étais un peu perturbée au départ, je tiens à le dire. Alors, il y a beaucoup d'erreurs de frappe dans cette traduction. Et je pense que la traduction est pas géniale. Et pourtant, alors au début, ça m'a posé problème. Et puis finalement, je me suis dit, allez, continue. Et finalement, j'ai réussi à le lire dans cette traduction. Mais je pense que franchement, c'est pas le mieux traduit. Hein. De toute façon, on le sait, c'est ce qui est souvent dit. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est des tournures de phrases qui ne voulaient rien dire et des mots qui manquaient fréquemment. Mais voilà, c'est une... Mais l'édition est tellement belle. Je sais pas si j'achèterai d'autres. En fait, quand je les vois passer, souvent les titres ne me plaisent pas particulièrement. Mais j'avoue que j'aimerais bien en avoir 3-4 de la même collection parce que je trouve que c'est une collection qui est très belle. Mais je ne vous conseille pas de le lire dans cette édition-là. Moi, j'avais pas envie de me racheter une autre édition pour pouvoir le lire. En fait, je pense que c'est vraiment... vous avez le livre chez vous, vous le lisez dans une bonne traduction et le livre vous plaît, vous le trouvez beau, vous voulez l'avoir chez vous pour faire des photos ou pour l'admirer tout simplement, le montrer, dire oh, regardez comme c'est beau, comme ça à vos amis, vous achetez cette édition-là. Je vous conseille pas forcément de lire dedans. Lecture aux enfants, on a fini Toto Ninja Chat d'Hermod O'Leary, illustré par Nick Est. Et donc là, c'est le premier tome, c'est Toto Ninja Chat et l'évasion du Cobra Royal. Alors, comment vous dire, je l'ai vu conseiller dans les conseils de littérature jeunesse, on va dire 8-9 ans. Je me suis dit, bah, je vais l'offrir à Lucien, on verra s'il a envie de s'y mettre. Déjà, c'est quand même... Il y a pas mal de textes. Moi, Lucien, il n'est pas capable encore de lire tout ça. Bon, ils sont un peu flemmards, mes garçons. Hein. Donc, je me suis dit, je l'ai acheté, tu le lis pas, on va le lire. Hein. Ah, c'était pas génial. C'est rigolo. Hein. On parle d'un duo de chats, donc Toto et son frère qui s'appelle Silver, qui sont des chats qui ont été trouvés en Italie par un couple d'humains, hein, tout simplement. Et ils sont ensuite, ils déménagent et ils arrivent à Londres. Et arrivés à Londres, pour le moment, ils restent chez eux. Voilà, il y a des petits... on comprend assez rapidement que Silver, il aime bien pas faire grand-chose. Et que Toto, elle, est une petite chatte qui est plus ou moins aveugle. Et qui, en fait, a des super pouvoirs de ninja. Donc, en fait, elle est capable de se battre et de sauter partout. Elle est super forte. Voilà. Et ils vont vivre une aventure avec ce qu'ils pensent être au départ un chat, qui s'appelle Face de Chat, mais qui finalement n'est pas un chat. Et il va y avoir une aventure où ils vont aller, en fait, dans les bas-fonds de Londres, prendre le métro des animaux, pour ensuite aller sauver... Brian, pas sauver, aller chercher Brian pour qu'il ne tue pas tout le monde, qui est le Cobra Royal, Brian et le Cobra Royal. Et donc voilà, on va suivre leur péripéties, c'est plutôt rigolo, mais franchement, ça casse pas 3 briques, 4 briques, 3 briques, je sais pas, je connais pas bien les expressions. Hein. Bref. Les illustrations sont marrantes, c'est pas mal illustré, donc de temps en temps je faisais des arrêts pour leur montrer, ça c'est sympa quand je peux faire une petite pause pour leur montrer. Et mais finalement je pense pas qu'on achètera la suite parce que c'est pas non plus super génial quoi, donc je vous le conseille pas trop. En revanche, on vient de commencer un super livre, et bah, quand on l'aura fini, je vous le lirai, mais je l'adore, c'est Twister de je ne sais plus qui.
Voilà, c'est super. Mais en tout cas, je sens que ça va me plaire. Ça fait 2 soirs que je le relis. Alors, on lit de 15 pages en 15 pages, donc ça va prendre un moment. Sinon, pour terminer, cet update lecture qui est beaucoup trop long, hein, parce que je ne sais pas m'arrêter de papoter, j'ai fini ce matin, non, hier soir, ouais, j'ai fini hier soir, ça m'a tenu un peu hier soir. Rien n'est noir de Claire Berest, aux éditions Stock. Claire Berest, c'est l'autrice de La carte postale. Elle a écrit bien d'autres choses et c'est une jeune femme. Elle a écrit son premier roman à 27 ans. Et donc, celui-ci, il est sorti en 2019 et j'ai beaucoup aimé. Alors, j'étais un peu réticente parce que Frida Kahlo, un peu overdose de Frida Kahlo parfois, parce que c'est vraiment toujours la même histoire que tout le monde connaît. Et je me suis dit, bon, j'avais pas forcément envie d'aller vers cette histoire que je connaissais déjà, mais en même temps, c'est une histoire qui est tellement impressionnante, l'histoire de cette femme qui a été, dès sa jeunesse, percutée, traumatisée violemment physiquement dans son corps par un accident de car, et en même temps qui a commencé à peindre ensuite quand elle était en train de se remettre, enfin si elle s'est jamais vraiment remise, et qui va en fait tomber complètement en amour de Diego Rivera, qui est un peintre extrêmement connu au Mexique à cette époque-là, et d'ailleurs encore aujourd'hui. Elle va s'inviter dans sa vie, elle va envahir sa vie, ils vont vivre une histoire d'amour sans commune mesure. Diego Rivera est beaucoup plus vieux qu'elle, il aime les femmes, il aime goûter à toutes les beautés de la vie, mais il lui propose de l'épouser. Voilà. Elle va vivre d'abord beaucoup dans son ombre, et puis finalement, petit à petit, vivre également sa vie de peintre, découvrir sa vie de peintre, même si elle n'a jamais pensé qu'elle était à la hauteur de son amour pour Diego. C'est l'histoire de sa vie, c'est l'histoire de son amour pour cet homme, cette histoire de vie complètement percutée par des accidents. Elle a jamais pu avoir d'enfant, enfin tout. Il y a beaucoup de choses. Alors, ce que j'ai aimé, j'ai trouvé que l'écriture était splendide. J'ai trouvé que l'écriture était une belle claque. J'ai très envie de lire autre chose de Claire Berest, peut-être la carte postale, je ne sais pas, peut-être autre chose avant la carte postale. J'ai trouvé que c'était très beau, et finalement je me suis délectée de beaucoup de pages. Il y a des passages que celui-là, j'avais que cet énorme post-it, mais ce passage, j'ai trouvé que c'était un passage extrêmement beau. La honte, c'est pour les gens qui ont quelque chose à perdre, non? Qui ont peur de leur image. Le reste, c'est de la littérature. Moi, mon image, je me la coltine depuis 100 tableaux. Je ne me mens pas, ces yeux qui me fixent, je ne sais pas si ce sont vraiment les miens. Ça me donne le vertige d'y penser, d'imaginer le cerveau, pâte molle qui habite derrière ses yeux. Je bois, je rote, je tombe, je ne suis pas ta poupée au jupon cousu. Je suis un squelette maigre avec des cheveux longs en attente. Et la lune, moi, je vais la chercher au fond du verre. Bref. Voilà, c'est l'histoire de vie intense, foudroyante de Frida Kahlo. C'est vraiment son point de vue, et son point de vue surtout sur son histoire d'amour, dans une envolée de couleurs. C'est pour ça que le titre s'appelle Rien n'est noir, parce que tous les chapitres commencent par une couleur, et donc on va d'abord commencer avec du bleu, pour passer ensuite au rouge, et pour finir avec du jaune, si je dis pas de bêtises. On commence vraiment par toutes les couleurs, et son histoire d'amour dit qu'en fait rien n'est noir dans ce qu'elle a vécu, d'intense et de violent et de destructif pour elle. Finalement, sa vie se résume à l'amour qu'elle a eu pour Diego Rivera. Et Claire Berest a vraiment réussi à passer ce sentiment qui a pu être celui de Frida Kahlo. On a tellement écrit des choses sur Frida Kahlo. J'ai trouvé que là, c'était vraiment beau et certainement probable. Alors, je connais pas peut-être assez bien, mais ça m'a fait beaucoup penser au film aussi qui a été fait, mais alors je me souviens plus du nom de l'actrice, et pourtant je l'aime beaucoup. Bref, je vous mets l'affiche ici.
ça m'a donné envie de le revoir ce film parce que j'ai le souvenir notamment de la dernière scène où je trouvais que c'était très très bien retranscrit ici. Et j'ai le souvenir ému de cette scène-là, je me souviens avoir pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà, c'est une peintre que je n'aime pas forcément énormément dans ses toiles, mais sa vie est un phénomène, c'est une femme phénomène. Voilà. En tout cas, je peux vous le conseiller, vraiment je vous le conseille, c'est pas un coup de cœur dans le sens où j'en ai un petit peu marre de l'histoire de Frida Kahlo, mais c'est vraiment une belle découverte de plumes. Voilà, donc cette update lecture est terminée. Mon premier point lecture, update lecture, je sais pas comment l'appeler, bref. En tout cas, je suis contente. C'est beaucoup trop long, je sais, je peux pas faire autrement. Je ne sais pas faire synthétique et pourtant, ça devrait pouvoir le faire puisque c'est quand même un peu mon métier, bien que je sois pas vraiment... Moi, je suis documentaliste multimédia et non pas documentaliste, par exemple, pour les collèges, lycées, ni libraires. Donc, bon, bref. Tout ça pour vous dire que... Mon esprit de synthèse a fait de larges détours. J'espère que ça vous a plu quand même. Voilà, que vous aurez peut-être découvert des lectures à faire. J'ai lu pas mal de graphiques dernièrement et c'était trop chouette. Je suis contente parce qu'à ma bibliothèque, ils ont vraiment des bons graphiques. Allez, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sera un feuilleton 7 jours 7 livres. Et en fait, je viens de le commencer, mon premier livre, donc je suis trop contente. Et puis je reprends le vlog parce que ça m'a manqué quand même, donc trop contente. Allez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et faites de belles lectures. Bye bye.